Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'interview. C'est depuis le début de cette année que le M23 a pris les contrôles des villes de Goma et Bukavu. Pendant ces temps, la crise sécuritaire et humanitaire demeure alarmante dans l'ensemble de la partie orientale de la RDC. Même situation dans des camps de réfugiés dans la région. Et pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec Sarah Ntambwe qui est l'initiatrice ou encore la présidente de l'organisation Change Your World. Soyez la bienvenue. Merci. Alors, votre organisation Change Your World, c'est une organisation humanitaire de Congolais dont vous êtes l'initiatrice. Vous avez effectué une visite, une tournée régionale. Vous étiez au Burundi, dans des camps de réfugiés, notamment dans un camp de transit. Et vous étiez aussi en Ouganda, où vous avez rencontré des familles d'accueil, dans des familles d'accueil. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'image qui vous vient en tête de ces déplacements dans la région? Avant toute chose, avant de répondre à votre question, je tiens à vous remercier. Parce que depuis plus longtemps, on a essayé de tendre la main aux médias pour que les médias s'empreignent et que le média fasse de la situation humanitaire actuelle dans notre pays une priorité de communication. Nous sentons qu'il y a encore en tout cas peu de personnel de médias qui s'y intéressent. Et l'effet pour nous d'être ici, c'est vraiment une opportunité de parler au nom de milliers de Congolais et de Congolaises qui souffrent dans l'état actuel où ils ou elles se trouvent, de déplacés internes ou des réfugiés. Donc pour commencer, comme vous l'aviez dit, l'organisation Change Your World, c'est une organisation de droit congolais qui j'ai l'honneur et la grande responsabilité un peu de conduire jusqu'à ces jours et que j'ai eu les privilèges effectivement d'initier. Il y a de cela 8 ans ou maintenant 9 ans passés et qui travaillait spécifiquement sur des questions de prise en charge des enfants victimes de guerre, ex-déplacés, ex-enfants associés au conflit ou dans des groupes armés. Et c'est dans cette même optique que nous continuons de travailler jusqu'à ce jour. Faisant actualité je pense, du 25 mai ou juin, si je ne me trompe pas, où Son Excellence le ministre des Affaires à l'intérieur a été réussi à Addis Abeba pour discuter sur des questions de réfugiés ou de rapatriement de réfugiés congolais. Nous, en tant qu'organisation humanitaire, mais aussi de la société civile congolaise, nous avions pris l'initiative. Nous avions pris l'initiative, pourquoi? Parce que la question qui surmonte actuellement, la situation qui surmonte actuellement notre pays, nous concerne tous. À nos faibles moyens, à nos faibles capacités, nous essayons de faire et de jouer notre part pour revenir à une stabilité dans l'optique d'avoir une paix durable. Et c'est dans ces cadres que nous avions pris cette initiative de nous rassurer d'abord en parlant des réfugiés congolais, c'est quoi, qu'est-ce que ça représente actuellement. Certes que nous avons eu un peu plus d'expertise avec les déplacés internes en faisant plusieurs activités dans les camps des déplacés à Kanyaruchinya, que ce soit dans le lac Vert, un peu aux alentours de Goma et même sur le tronçon Massissi. Mais là, on voulait vraiment s'imprégner, c'est quoi la question de réfugiés. Pas à travers Okapi, pas à travers RFI, mais à travers le bouche de nos frères et de nos sœurs. Parce qu'on s'est dit, il n'y a pas de barrière à ça, c'est notre sang, donc il faut que nous-mêmes d'abord sachions qu'est-ce que ça représente pour eux. Donc c'est ce qui a été à la base de notre déplacement, à travers certains partenariats de collaboration que nous avions avec d'autres organisations dans la région. Nous avions été ici au départ dans le pays dans la ville de Burundi, au Bujumbura, où on a visité quelques centres de réfugiés, quelques camps de réfugiés, mais néanmoins aussi des espaces de transit.
on a été face vraiment à la douleur de nos frères et nos sœurs. Ça n'a rien comparé à tout ce qu'on a déjà vécu. Personnellement, en tout cas, je vis de femmes en larmes après avoir été déplacées 1 semaine dans un camp de transit en attendant être orientées dans un camp de réfugiés. Mais pendant ces temps, elle ne plairait pas parce qu'il y a une guerre, elle plairait parce qu'elle a vu son enfant couler dans la rivière de Ruzizi. Les conditions même de déplacement ne sont pas appropriées parce qu'elle devait traverser la rivière de Ruzizi en utilisant de bidons comme des outils de déplacement, si je peux les dire, sur la rivière. Et ça déjà, c'est quelque chose, pour moi, c'était la première fois, non seulement de l'entendre, mais d'être en face d'une personne qui a perdu son être cher, parce qu'il n'y a pas eu de conditions de déplacement ou d'évacuation des populations qui voulaient sortir la zone en guerre. Une expérience douloureuse. Très douloureuse, expérimentée pour la première fois. Et non seulement ça, toutes les populations que je vis, tous nos frères, nos sœurs, étaient déjà couverts de ces traumatismes de guerre qui a un lien sur la séparation brusque. Il faut quitter vos maisons, là vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut prendre. Et j'imagine, hein, je fais souvent des scénarios sur Kinshasa, avec l'engouement qu'il y a, il faut partir. Donc, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on laisse, ça a toujours été ça, pardon. Est-ce qu'il faut prendre les téléphones, est-ce qu'il faut prendre l'enfant? Juste au moins l'essentiel. L'essentiel, mais parfois vous oubliez même c'est quoi l'essentiel. C'est là que vous vous rendez compte que l'essentiel c'est la vie. Et vous retrouvez, vous êtes déplacé sans rien. Vous n'avez pas de téléphone, vous avez... Tout ce qui était essentiel, c'était la vie. Donc, de rester en vie, donc allons tels que nous sommes. Vous avez pris vos enfants et c'est après que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas à manger, et comment vous allez boire. Et vous allez dans un pays pour la première fois, en tout cas pour plusieurs que moi j'ai rencontrés. C'était aussi nos sœurs et nos frères qui ne savaient même pas s'exprimer en Kirundi ni en français. Là, on parle de barrière linguistique. Barrière linguistique totale pour en tout cas 85% de nos compatriotes avec qui j'ai eu à interagir. Et vous sentez que s'il y a déjà ces barrières-là, comment on fait pour la suite? Tu ne sais pas te présenter, tu ne sais pas parler de tes problèmes, sans parler de mécanismes en place, d'animation. Donc c'était, pour moi, c'était une expérience, nouvelle expérience, mais malheureuse. Si moi, je me dis, si j'étais affectée, traumatisée un peu de ce que je vis, qu'en est-il de tous ces enfants que j'ai vus dans les centres qui n'ont pas eu de parents parce que par mégarde, il y a une voisine qui a confondu avec son enfant et de l'autre côté, on se rend compte que non, c'est pas mon fils et l'enfant se rend compte que je vois pas, je retrouve pas mes parents. Est-ce que les parents sont encore en vie? La confusion totale. Les parents savent que l'enfant est encore en vie. C'est horrible. En tout cas, c'est horrible, c'est inhumain, mais voilà les conditions dans lesquelles nous avons. Alors, outre, vous l'avez évoqué tout à l'heure, outre les barrières linguistiques, les barrières liées à la langue et aussi ce problème d'intégration, y a-t-il d'autres souffrances auxquelles sont confrontés ces réfugiés congolais? Oui, je pense que les souffrances, avant même d'y aller, on a pu mobiliser d'ailleurs toutes les bonnes personnes aussi que je t'ai le nom parce que c'était de bonne foi et sans publicité, sans quoi, ce sont des personnes qui nous ont appuyés déjà en esprit. Je pense qu'il y a même des images, ils nous ont fait des colis. Je connais une dame pour qui j'ai eu beaucoup de respect. Je doute qu'elle a vécu à l'Est, mais elle n'a pas hésité à faire des valises de sa famille, de son époux, ses propres habits. Et elle dit, va donner à nos frères et à nos sœurs. Et c'est l'image de l'humanitaire que nous voulons avoir en RDC. Nous avons longtemps entendu les ONG, et parfois hein, c'est désolant, mais parfois vous êtes face aux autorités qui vous disent, bon, nous attendons que les HCR, mais avant que les HCR ne le fassent, nous avions pu faire avec $1000 que quelqu'un a donné, $100. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup parce que sans rien attendre en retour. Là, vous parlez d'une solidarité d'abord. D'une solidarité d'abord entre Congolais qui nous a permis, avant même
d'apprendre de nos compatriotes qui sont en manque, par exemple, de vêtements. On a pu le mobiliser ici sur place, sur Kinshasa. Et il y a des personnes qui ont assisté pour payer les colis. Bon, moi, je n'ai pas de colis que je vais vous offrir, mais prenez ça, vous allez payer. Et quand nous sommes arrivés, c'était face à ça aussi qu'on a eu à faire face de populations, nos compatriotes qui sont déplacés sans vêtements. Il fait froid, il fait chaud, il n'y a pas vraiment de vêtements adaptés. L'accès aussi à l'alimentaire, si je peux dire. Est-ce que tu es face à une famille qui était habituée au papa doit sortir et ramener à manger, et là, il doit croiser ses bras parce qu'il ne connaît pas la ville, il ne connaît personne. Il faut attendre l'aide qui viendra des nulle part, on ne sait pas d'où. Et je sais qu'il y a le partenaire international des agences des Nations Unies qui essaie un peu de mobiliser. Mais pendant ces temps, quel est le mécanisme qui doit être mis sur pied? Et là, vraiment, nous adressons directement au ministère de l'intégration régionale parce que c'est la région, ça rentre dans l'aire prérogative. Il y a des Congolais, il y a des compatriotes dans la région qui n'arrivent même pas à tenir parce qu'il n'y a pas à manger. Nous n'obligeons pas le partenaire. Les partenaires, nous leur demandons. Mais au gouvernement, c'est la responsabilité. Quels sont les mécanismes? Donc, c'est vraiment... Il y a plein de défis qu'on ne saura même pas peut-être énumérer. Il y a des femmes qui ont été atteintes de VIH, il y a des femmes qui ont été violées, il y a des femmes enceintes. De violence aussi. Il y a beaucoup de difficultés effectivement, que nous sommes appelés à épeler ou à citer pour que les gens comprennent à quoi nous faisons face en tant que population en guerre. Et appeler aussi à la conscience pour que les gens comprennent que quand on parle de la guerre, c'est pas la guerre en tant que, je sais pas moi, lettre ou mot épelé guerre, mais le vécu au quotidien. C'est le vécu, c'est une destruction au quotidien, c'est vraiment vers là que nous voulons amener toute la population congolaise qui nous a comprendre que nous devons nous mobiliser parce que les besoins sont vraiment énormes. Et à énumérer pourra nous prendre 2 heures, 3 heures parce qu'il faut rentrer en détail, il y a des enfants en besoin, et c'est au-delà de ces complexes. Alors, Sarah Tamboué, on peut remarquer qu'au-delà de cette souffrance que nous pouvons voir dans le chef de cette population meurtrie qui est victime de ces affres commis par les rebelles et consorts, par les groupes armés consorts, mais on sent qu'il y a toujours la résilience. Cet espoir qu'un jour, ces massacres peuvent prendre fin. Qui vous inspire cette résilience dans le chef de cette population qui continue toujours à croire qu'un jour, que la situation pourrait changer et va changer d'après l'espoir de tous les Congolais? Bon, je pense que l'espoir va d'abord de ce que nous faisons pendant même cette période. Et sans aller plus loin, je dirais, je me rappelle, il y a de cela une année ou quelques mois où j'étais allée voir avant même que la situation empire aussi à Goma. J'étais ici en mission. Je suis allée voir un peu le déplacé en termes de la crise de Portmoutou. Je me dis, oui, c'est une crise nationale. Et c'est aussi peut-être une parenthèse. L'une des raisons pour lesquelles moi, personnellement, je ne suis pas partante quand on parle de la crise à l'Est. J'ai dit, c'est une crise en RDC. C'est une crise en RDC et cela, on doit l'impliquer dans nos enfants, nos enseignants, à toutes les personnes qui sont d'opinion publique ou qui jouent un rôle dans la transmission des informations. Parce que le rôle que nous jouons actuellement, c'est de mettre fin à toutes ces crises que nous voyons dans notre pays. Avec une crise humanitaire, avec une guerre, avec des conflits, nous ne pouvons jamais construire notre pays. Je me rappelle, avant que la ville de Goma ne tombe, on a intervenu dans des camps de déplacés. Et à Mugunga particulièrement, on a eu un projet avec Il Africa et UNFPA où on assistait les femmes. Et vous sentez qu'il y a des femmes qui se disaient « Ah, donc si je perdis peut-être, je ne sais pas moi, ma parcelle, c'est parce que je ne savais pas lire. Parce que j'ai signé sur un document, on m'a demandé de mettre mon empreinte sur un document sans savoir. Donc j'ai besoin d'apprendre
à lire et à écrire. Je pense qu'il y a même des images. Et les femmes commençaient déjà à apprendre, à lire, à écrire. Et quand la ville est tombée, tout est revenu à zéro. Parce que le camp a été bombardé. Il y a des femmes même qui ont succombé, elles ont perdu vie et tout. Et on se dit, la guerre détruit. La guerre n'a jamais construit. Et pour moi, ce n'est pas une approche pour changer les choses. Que ce soit ce qu'ils pensent réclamer à travers une guerre, je pense que c'est pas trop pratique. Parce qu'à travers une guerre, nous blessons. Quand vous blessez, la réaction automatique de au moins 70% de personnes, c'est une vengeance. Donc, tu peux peut-être dominer ou contrôler sur moi dans une année ou 2 ans, mais il suffit que j'ai aussi la force de te tenir tête, je vais me venger. Et voilà ce même cycle qui revient. Donc, en venant me sauver par la voie d'une guerre, vous n'avez pas vraiment aidé. Ce qui justifie pourquoi il y a cette résilience. On s'est rendu compte que par expérience, il y a 2 catégories de perception de la douleur. Il y a ceux qui encaissent pour qu'un jour puisse être en mesure de se venger. Dans notre expérience de travail avec les enfants associés aux groupes armés, la réaction du départ, c'est de dire quand je serai grand, je ferai des ravages. Je vengerai mon village. Vous sentez que tout va de là. Comment faire pour que je me sente aussi rentrer dans l'histoire comme une personne qui a pu faire quelque chose par rapport à ce qui s'est passé parce que je suis l'un ou l'une des rescapés. Il y a aussi une catégorie qui se disent ce que j'ai vécu n'a pas le droit d'être vécu Reproduit par d'autres personnes. Je ne l'ai pas mérité. Ceux qui viendront après moi ne l'auront pas mérité. Donc je ne dormirai pas tant qu'il n'y aura pas la paix. Et tu vois, c'est les genres de personnes, moi je l'ai toujours dit ouvertement, pour lesquelles moi je fais partie. À leur vie pérille, hein, ils prennent de risques énormes, sans être envoyés quelque part. On se dit, est-ce qu'on peut toquer à telle porte? Est-ce qu'on peut voir telle personne? C'est après que vous vous rendez compte que vous étiez vraiment en danger ou vous avez peut-être pris une décision folle. Mais pendant ces temps, tout ce qui compte, c'est comment arriver à influencer pour avoir une paix durable. C'est face à des populations, c'est face à des personnes qui est alimentée cette guerre. Je ne pense pas que les armes peuvent commencer à s'échanger entre armes sans qu'il y ait une personne qui manipule. Je ne pense pas qu'il y aurait des conflits qui pourraient persister sans qu'il y ait de langage ou des attitudes qui alimentent cela. Vers ces personnes, vous êtes prêts à aller affronter parce que vous dites, ça n'est trop. Moi, je l'ai subi, derrière moi, personne ne doit les subir. Mais il y a aussi ceux qui encaissent et qui se disent, c'est une question de temps, d'ici 10 ans, je serai en mesure de faire des alliances pour reproduire la même chose. Et c'est là que vous voyez ce côté résilient, mais qui est aussi accompagné par ces cycles de conflit. Donc il y a cette génération qui se bat, il y a ces personnes, ces groupes qui se battent pour mettre fin à cette violence. À cette violence, vous mettez tout ce qui est en jeu, le faible moyen que vous avez, mais c'est avec presque cette même énergie que les autres aussi mettent tout en jeu pour qu'on recrute les enfants, qu'on tue, qu'on massacre, qu'on sème la terreur pour que les gens ressentent la même chose que nous avions ressenti. Alors tout justement, comment vous personnellement, étant une personne qui travaille du côté humanitaire, comment on peut faire le lien entre l'accès à l'aide humanitaire dans une zone qui, par malheur, reste toujours détenue sous contrôle des forces négatives? Personnellement, hein, je l'ai dit il y a quelques semaines, il y a certaines personnes qui ont dit « Ah, makambo na este zaranango ka bongo, et banda kakaka, et bandeli ». Non, c'est que moi, personnellement, je vis dans les temps passés ce qui se passe à Goma. Ça n'a rien de pareil, hein. Ça c'est vraiment... en tout cas pour moi, c'est une nouvelle expérience où... ça échappe presque à tout le monde. Les humanitaires, nous sommes très limités.
Et je me rappelle pendant un temps, j'étais un peu frustrée en voyant nos collègues humanitaires sur place qui voulaient faire comme si tout était normal. Et moi, j'étais parmi des gens qui disaient non, c'est pas normal. En tout cas, pour moi, je me vois très mal, après avoir intervenu dans un camp des déplacés, que j'ai encore un fonds pour refaire la même chose, en sachant que ce qui a fait couler ce qu'on a commencé est toujours en cours. Donc, ce qu'on est en train de faire peut aussi couler. C'était et ça continue à être très difficile pour moi de dire oui à des ressources, à des fonds qui ne vont pas toucher le vrai problème. Et c'est là que je répondrai à ta question, comment faire les liens? C'est un peu ce qu'on a fait au Burundi. Urgemment, qu'est-ce qu'il faut faire? En Ouganda, on a vu ceux qui sont dans des familles d'accueil. Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, pour l'enfant qui est malade? Est-ce qu'il y a un peu de contrats qu'il faut avoir avec des hôpitaux sur place? Qu'est-ce qu'il faut faire pour des femmes enceintes? Ça sont des choses qui ne peuvent pas attendre. En tout cas, que les armes soient en train de tourner, les bombardements soient en train de, je ne sais pas, de crépiter, le bal en train de crépiter, le mécanisme d'évacuer une femme enceinte, une femme qui veut accoucher, ça nous pouvons créer sur les champs. Et là, c'est dans l'urgence. Donc, ces liens existent. À des faibles moyens, parce que plusieurs partenariats ne sont plus en mesure de répondre, de la même manière que vous sentez cette crainte que moi j'ai de faire la même chose sans toucher au vrai problème. Il y a des bailleurs aussi qui ont été réticents de se dire comment on va mettre un fonds à un endroit où on sait que tout peut changer à tout moment. Cette instabilité-là de la situation gouvernante ne permet pas de s'investir à fond pour répondre ou remédier parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça peut encore tourner au vinaigre. Mais par contre, on se dit, ce qui est fait urgemment là, je peux avoir un appel pour dire, voilà, on nous a visités dans la maison, des hommes armés, j'ai été violée. Et là, je ne me dis pas, il faut qu'il y ait un partenariat entre le gouvernement et la MONUSCO. Directement, j'appelle, par exemple, l'hôpital Île Africa, vous êtes là, est-ce qu'une dame peut avoir des soins? Oui, on a... Ce sont des choses qu'on peut faire spontanément. Mais il y a un grand défi, vous savez que l'aéroport à Goma ne fonctionne pas. Il n'y a pas un lien, déjà que c'est un conflit qui prend l'aspect régional. Donc, il n'y a pas de relation diplomatique un peu plus sincère pour acheminer peut-être certains vivre à travers tel ou tel autre pays. Et ça aggrave la situation malheureusement. On a cette situation économique qui a largement baissé parce que le banque ne fonctionne pas. Avoir accès à vos fonds, c'est très difficile. Il y a des personnes qui ont quitté la ville, qui sont plus revenues. Il y a des maisons qui sont restées comme ça. Des maisons, par exemple, pour des gens qui vivaient à travers leur maison en location, qui va louer parce que il y a plusieurs expatriés qui ont quitté la ville. Il y a tous ces contextes-là qui prouvent que la situation humanitaire elle est catastrophique et qu'il n'y a pas moyen de répondre un peu sur le plan global, mais rester sur des questions urgentes à travers nos interventions auprès de réfugiés et des actions urgentes sur la santé, peut-être les personnes blessées qui ont été victimes de bombardements. Ça, c'est un peu de plaidoyer que nous essayons de faire à notre niveau. Ok, alors nous allons prendre de l'attitude parce que nous avançons déjà vers la fin, vers la conclusion de cet entretien. Et actualité oblige, il y a quelques jours, le chef de l'État, dans sa prise de parole, lors du Global Gateway Forum, qui est un sommet organisé par l'Union européenne, un sommet international, qui officiellement a tendu la main à son homologue rwandais, Paul Kagame. C'est un discours qui a été interprété de plusieurs manières, que ce soit sur la scène politique et consort. Vous, personnellement, comment est-ce que vous avez conçu ce message de tendre la main vers le Rwanda? Personnellement, qu'est-ce que vous avez retenu de cela? Bon, personnellement, je dirais, au départ de mon analyse sur le conflit et peut-être notre moyenne et faible expérience passée, c'est que le conflit ne peut se résoudre qu'autour d'une table. Nous pouvons prendre l'exemple dans la famille. Je reviens un peu sur des exemples à terre.
pour, c'est vraiment pas faire valoir mon opinion, mais dire dans quoi nous sommes en train de travailler, c'est que même dans la famille, si les parents s'entendent, certaines, on a vu certaines familles, les parents se battent vraiment, tant qu'il n'y a pas eu une conversation, tant qu'il n'y a pas eu une voie de dialogue, les tensions restent tendues au fait. Parce que la maman dans son coin, elle a ses imaginations, le papa, et les enfants subissent les conséquences. S'il faut parler à papa, souvent nous passons par maman, et maintenant là qui se parle, il y a cassure en tout cas. Comment on va procéder? Et vous sentez toujours qu'il y a un déséquilibre jusqu'à ce que vous les voyez parler. Et c'est après, n'importe qu'après, que vous voyez qu'il y a un peu la vie qui revient comme si au quotidien. Qu'est-ce que ça explique pour nous? C'est que le conflit peut prendre de l'ampleur, peut prendre un niveau. La guerre peut prendre de l'auteur. Mais les alimentaires ou je dirais les détenteurs de conflits restent les hommes. Et qu'autour d'une table, il a parlé de mots-clés tels que la bravoure, tels que la franchise. Ça, ce sont je pense que des valeurs qui devaient animer les dialogues et les pourparlers. Je dirais même des valeurs panafricaines. Qui devaient nous animer. Je pense que pour des personnes qui ont subi les conséquences des guerres, j'étais une fois à la maison ici et je vois sur des statuts un de mes collègues avec qui, un peu dans la zone où on a un peu évolué, si vous avez le nom un peu avec l'accent Louba ou un peu lointain, ces noms sont critiqués un peu je pense, en moquerie de collègues. Et je me rappelle, c'est l'un de collègues qui m'avait surnommé Chilomboji. Et à chaque fois quand il parlait de Chilomboji, moi je disais, mais Chilomboji n'a rien à voir avec mon nom. Mais il parlait du contexte un peu de Grand Kassai. Et une fois je vois les gens qui posent, je dis, mais qu'est-ce qui est arrivé avec Chilomboji? C'était ma façon de s'exclamer. Et j'apprends que non, on a tiré une balle sur lui en présence de ses enfants. Parce qu'il était comparé, je ne sais pas, aux militaires et tout. C'est une zone tellement militarisée que tu ne sais pas qui est derrière qui. Et les jeunes, nous en avons compté en milliers, des collègues, des amis, de frères, de cousins. Et si vous n'avez jamais vécu ça, vous allez interpréter comme vous voulez. Mais pour une personne qui dort, qui se réveille, qui regarde à son horloge, qui se dit, quand est-ce qu'il y aura la paix? Quand est-ce qu'il y aura un retour à la normale? Je pense que c'était une occasion sincère à saisir. Pour se dire, ok, si dans les passés, c'était les dialogues où un franc-parler du président qui a arrêté le processus, maintenant qu'il a ouvert cette porte. Et peut-être en résumé ou pour clôturer ce commentaire, pour moi, c'est de dire, le chef de l'État a parlé. Ce n'est pas là où il y a le problème pour moi. C'est qu'est-ce qui va suivre. Parce qu'il a parlé. Il a parlé, il a dit qu'il veut avoir ces dialogues. Il veut faire un peu la paix de Brave. Comment ça se fait? Ça s'organise. Alors, qui sont les partenaires qui doivent accompagner cela? Avant qu'on parle de partenaires externes, à l'interne, quels sont les mécanismes en place? Quel est le message ou le rôle que le ministre de médias et de communication a mis en place qui soit relayé par rapport aux réalités des populations? Est-ce qu'ils ont initié, par exemple, à rassembler le personnel de médias pour éviter que ces messages puissent nuire, mais que ce soit une opportunité d'une construction de paix? Est-ce que les intégrations régionales ont identifié les défis au dialogue au niveau régional pour présenter au chef de l'État? Vous avez parlé, mais regardez les défis que nous devons battre au niveau des affaires étrangères, au niveau de la défense. Est-ce que, après les dialogues du chef de l'État et les actions qui devaient être maintenant menées sur le terrain, je sais qu'il y a les fonds de réparation, vous sentez que dans son discours, il y a une responsabilité. Est-ce que ces responsabilités, les personnes qui doivent jouer leur rôle sont conscientes et savent qu'après le discours, il y a un travail qui doit être fait pour honorer ces discours en faveur d'une paix durable, ou qu'après, qu'on revoie encore le même scénario? Vous savez, nous sommes au quotidien, en face ou au téléphone, en train d'écouter les personnes
qui vivent la guerre, qui subissent la guerre. Et la télé aussi, nous sommes en face de personnes qui commentent la guerre, sans vivre, sans subir. Et vous voyez, il y a des gens qui tournent autour des discours, qui mettent sur des statuts. Ah, il a dit ça, il a dit ça. Mais les personnes qui vivent la guerre, tout ce qu'ils attendent après un discours, c'est qu'est-ce qui va suivre. Nous avons entendu, vraiment, vous avez entendu là, qu'est-ce qui va suivre? Est-ce qu'il y aura une mission interrégionale qui va se rendre au Rwanda ou qui viendra en RDC? Est-ce qu'il y aura des dommages qui vont être réparés? Est-ce qu'il y aura un pardon en acte pour dire, ok, comme la main a été tendue, comme une porte a été ouverte, voici l'étape qui va suivre. Parce que c'est ça le mal. Et nous, Congolais, parfois, malheureusement, c'est nous qui sommes agressés. C'est nous qui subissons. La guerre se passe en RDC, au fait. Je sais que quand la ville de Goma est tombée, il y a quelques dommages qui ont été signalés au Rwanda, mais réparés à la seconde, on a vu, sont passés à autre chose. Mais nous qui les subissons pendant... Si nous prenons que le mois de janvier jusqu'à présent, combien de vies nous avions perdu? Et quelle est l'attitude que nous présentons? Est-ce que l'attitude que nous présentons devant les discours, l'interprétation, la légèreté parfois que nous avons dans la communication, est-ce que ça mérite la douleur que subissent nos frères? Vous imaginez parfois, il y a tellement des histoires que le jour que les gens étaient en train de fuir la ville de Goma, il fallait sauter sur des corps sans vie. Vous imaginez, vous tenez votre enfant de 7 ans qui doit sauter. Le traumatisme qui va... Ce traumatisme-là, comment vous l'expliquez? Et un jour, si l'enfant est appelé à rentrer dans cette... Vous voyez le niveau de travail que nous avons à faire. Et que derrière ce discours qu'on laisse passer, parce qu'il y a ceux qui n'ont pas bien saisi, parce qu'il n'y a pas ceux qui sont contents. Non, il est temps de mettre nos égos, tous ceux qui nous divisaient de côté, et qu'on se dise, chaque discours, chaque geste qui se présente doit être pris pour une opportunité de reconstruire ce qui n'a pas été bien fait. Et autour d'un discours, il y a un travail à faire pour que ces discours prennent vie et que cela soulage les souffrances et le peine de nos populations. Alors Sarah Tamboué, nous arrivons déjà à la fin. Peut-être en 10 secondes, vous allez conclure. Vous avez parlé tout à l'heure de la mobilisation générale qui devrait faire le Congolais parce qu'il s'agit de la guerre, pas dans l'est du pays, mais de la guerre en RDC. Je vais emprunter vos mots. Et d'une part, il y a des appels qui sont lancés ou même des acteurs politiques en appel à un dialogue national parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une guerre liée à l'aspect économique, mais il y a aussi des conflits intercommunautaires. Un petit message de mobilisation ou encore votre point de vue sur la quintessence de cet appel à la mobilisation générale de se réunir autour d'une même table. Moi, je dirais personnellement, c'est l'essentiel. C'est aussi l'essentiel. C'est même l'essentiel d'être en commun accord. Je pense que pour les chrétiens, que ce soit pour les musulmans ou les non-croyants, tous nous nous retrouvons dans un même esprit lorsque nous avons un objectif commun. Nous sommes chrétiens, donc on nous décrit selon l'objectif qui nous réunit. Et je pense qu'ici, il s'agit d'une nationalité. Ici, il s'agit de notre héritage. Et ce n'est pas une question de réflexion. Ce n'est pas une question à se poser, est-ce que nous devons être ensemble ou non? Ce n'est même pas une option, donc c'est une obligation pour nous d'être ensemble. L'impératif. Et le plus grand défi, malheureusement, ce qu'on appelle être ensemble, ce n'est pas être autour d'une table physiquement. C'est d'être autour d'une table d'abord en esprit. C'est dire autour de cette table, nous allons parler congolais. Nous ne parlons pas de mon poste, nous ne parlons pas de mes privilèges, parce que c'est ça ce qu'on a vécu. Et c'est la grande déception que les populations ont envers parfois certains de nos leaders qui pourront réclamer être sur une table. Et les populations se disent qu'ils soient sur une table ou pas, ils vont parler de leurs intérêts, ils vont parler de ce... Quand est-ce que nous verrons ces exemples de nos leaders être ensemble pour dire, là nous allons parler de nos populations. Nous allons parler par exemple de la hausse, je ne sais pas moi,
de prix des denrées alimentaires. Nous allons parler par exemple de l'accès à l'emploi pour le jeune. Nous allons parler de ceci. C'est tellement difficile parfois, désolé, mais nous le voyons même dans certaines réunions, le compte rendu de certaines rencontres des autorités. Vous sentez que quand ils font de compte rendu, il n'y a rien qui concerne, en tout cas à faible pourcentage qui concerne la population. Donc être sur la table, c'est impératif. Mais pourquoi? C'est là que la question reste. Parce qu'être sur une table pour créer en plus des divisions que ce qu'on a, ça n'a pas de sens. Mais si c'est être sur une table avec un cœur sincère pour dire voilà où nous en sommes, nous avions échoué parce que pendant tout ce temps, nous avions appuyé des idéologies, pas parce que c'était bon, mais parce que ça venait de nos regroupements politiques, parce que ça venait de nos regroupements ethniques. Là, laissons tomber et dites-nous pourquoi notre pays est ce qu'il est aujourd'hui. Quelles sont les décisions? Si c'est pour ça, nous acclamons et nous encourageons toutes les tendances possibles à se mettre sur une table. Mais est-ce que les esprits sont-ils prêts à parler au nom de la RDC? Ou encore une fois, ce que nous avions vu, parler autour des intérêts? Non, moi on a chassé mes enfants, on a vu certaines réclamations, c'est autour de biens, c'est autour de... C'est vrai, mais si aujourd'hui, il y a des gens qui subissent l'injustice, c'est parce qu'il y a des problèmes dans un système que nous avons. Est-ce que les Congolais peuvent se réunir pour parler de ces systèmes? Ou parler de nos faibles intérêts? Et quand moi je vais passer, c'est ça le grand problème. Est-ce que nous allons sur cette table avec une vision globale d'un pays uni? D'ici 15 ans, voici les plans que nous avons de la RDC. Et c'est ce qui nous amène sur la table. Ou ce qui nous amène sur la table, c'est après Maloba Oyo, il faut balopa onanga ezonga. Il faut ba passeport. Donc vous sentez que c'est quoi ce qui nous amène sur la table? Et vous, le personnel de médias, pardon, là je vous remets un peu la balle, c'est d'approcher tous ces leaders d'opinion qui pensent qu'ils incarnent l'unité nationale et qui pensent que si la population nous voyait autour d'une table, le monde comprendra qu'il y a une unité en RDC. Est-ce que vos intérêts sont basés sur le développement, sur le changement? C'est pitoyable que la RDC soit citée comme pays le plus pauvre. Si vous avez suivi il y a 3 ou 4 jours du journal sur la Banque mondiale, je pense, à moins que je me trompe, mais c'est pitoyable. Comment tu vois un peu des discussions d'ensemble qui nous amènent quelque part. Comment nous en sommes arrivés là? Mais si c'est vraiment ensemble pour dire non, on a gouvernement au Kobima, ceux qui partent dans les étaient vraiment beaucoup regrettés, ça n'a pas de sens. Parce que c'est mon message à toutes ces personnes qui vont pour parler d'eux-mêmes en oubliant la vie de millions, des milliers des enfants qui sont en train de mourir dans les villages, qui demandent, parfois ils ne demandent même pas le voiture, ils n'en ont pas besoin. Donnez les voitures comme vous voulez à vos enfants. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils se réveillent le matin, ils peuvent aller au champ et revenir sans être violés, sans être ravis demain de leurs parents. Au moins accordez-nous ça. Et si c'est une table qui va parler de ça, nous sommes très ouverts d'esprit pour faire de notre mieux en tant que leader d'opinion pour que ça aboutisse. Alors je ne sais qu'à vous dire merci, Sarah Ntamboué, d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle que vous êtes l'initiatrice de l'organisation Change Your World, qui est une organisation humanitaire des Congolais. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro.